Victor Hugo a écrit « Lire, c'est voyager, voyager, c'est lire ». Je ne connais pas d'auteur qui incarne mieux cette pensée que Jules Verne, auteur français du XIXe siècle très connu dans le monde entier, mais relativement inclassable. En effet, chez Jules Verne, ce qui ressemble à un lieu commun constitue l'essence même de son œuvre. Une anecdote le montre bien. À l'âge de 11 ans, le jeune Jules fugue de chez lui, rachète la place d'un mousse à bord d'un navire en partance pour les Indes. 11 ans. Les Indes. Déjà là, on est sur de la bonne fugue. Rattrapé in extremis par son paternel qui le gronde correctement, le petit Jules jure qu'il voyagera quand même, mais en rêve. Auteur de dizaines de romans mettant en scène des voyages totalement fous et géniaux, sous les mers, au centre de la Terre et même sur la Lune, il tiendra parole tout au long de sa vie. Tous ces romans sont de valeur inégale, mais quelques-uns, génialissimes, sont devenus cultes au point de devenir la principale source d'inspiration du mouvement steampunk. Au premier rang de ces romans célèbres, on retrouve celui que je vous propose de lire maintenant, Le Tour du monde en 80 jours. Mais laissez-moi d'abord vous raconter de quoi ça parle. Au début du roman, on nous présente les deux héros. D'abord, on a Phileas Fogg. Comme son nom le laisse penser, puisque Fogg signifie brouillard en anglais, Fogg est un personnage dont on ne sait presque rien et qui semble entouré de nombreux mystères. Déjà, il est riche, mais personne ne sait d'où vient la fortune de ce gentleman londonien. D'autre part, il parle peu en général et encore moins à propos de lui. On ne sait rien de sa famille, si toutefois il en a une. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est une espèce de monomaniaque obsédé par la ponctualité. Ça devrait en dépayser certains parmi vous. Toute sa vie, jusque dans les moindres détails, est réglée à la minute près comme du papier à musique. Et il donne parfois l'impression d'être comme un robot qui suit machinalement son planning. L'autre personnage présenté dans le premier chapitre en est presque l'exact opposé. Il est plus jeune, environ 30 ans, il est petit de taille et il est français. On rigole bien. Il s'appelle Jean Passepartout. Sérieusement ? Ouais, Jean Passepartout. En revanche, contrairement à son homonyme de Fort Boyard et à Phileas Fogg, il est excessivement bavard, mais pas seulement. Fidèle, serviable, dégourdi, habile, courageux, tête en l'air, il a beaucoup voyagé entre la France et l'Angleterre et a enchaîné les petits boulots pendant plusieurs années. Pompier, chanteur ambulant, écuyer dans un cirque et même prof de gym. Lassé par cette vie assez instable, il postule chez Phileas Fogg pour devenir son nouveau valet, espérant trouver enfin sécurité et tranquillité pour de longues années. Sauf que le soir même, Fogg se rend au Reform Club, club bourgeois où il a ses habitudes. Il y apprend au fil d'une discussion entre amis que l'on peut, théoriquement, réaliser le tour du monde en 80 jours. Beaucoup autour de la table estiment que dans les faits, cela est totalement irréalisable. Et en bon gentleman britannique, Phileas Fogg prend le pari d'y parvenir et mise presque toute sa fortune. Nous sommes les parieurs. À son retour chez lui, il prévient Passepartout qu'il faut partir pour réaliser ce tour du monde qui prévoit de passer par la France, l'Égypte, l'Inde, Hong Kong, le Japon et les États-Unis. Dépité, Passepartout suit à l'aveugle son nouveau maître et ensemble, ils partent à l'aventure. Bon, le pitch est déjà très cool, mais un autre élément vient rajouter un peu de piment à cette histoire. Peu de temps avant le départ de Phileas Fogg, la Banque de Londres a été dévalisée. La police est persuadée que le départ de Phileas Fogg, qui, il faut l'avouer, est méchamment suspect, est en fait une fuite. Le croyant coupable, elle envoie l'inspecteur Fix pour obtenir des preuves et l'arrêter. Cette course contre la montre devient alors une course-poursuite entre un inspecteur incognito et le suspect numéro 1 du plus gros casse du siècle. Je peux pas vous en dire plus sans spoiler, mais je peux vous donner quand même quelques bonnes raisons de le lire. Classique. Je l'ai déjà dit, mais Jules Verne est un auteur super connu. Il est même l'auteur préféré du doc dans le 3e volet de Retour vers le futur. C'est la classe. Il a écrit près de 80 romans et tous ne sont pas incroyables. En revanche, je trouve que Le Tour du monde en 80 jours est une excellente porte d'entrée pour l'œuvre de Jules Verne. Ça se lit tout seul et on ne s'ennuie jamais. Même si certains passages sont un peu longs, comme l'ont souligné tous mes anciens élèves qui l'ont lu, aucun d'entre eux ne l'a regretté. Bref, c'est un classique durant lequel on ne s'ennuie pas. Surprenant. On ne s'ennuie pas parce que, comme vous pouvez l'imaginer, le voyage ne se passera pas comme prévu.
D'innombrables péripéties vont s'enchaîner et mettre des bâtons dans les roues des projets trop parfaits de Phileas Fogg. Je me souviens, lorsque je l'ai lu en 5e, avoir halluciné à chaque chapitre tant les embûches qui se dressent tout au long du voyage sont imprévisibles. La plus grosse surprise est évidemment à la toute fin. Elle m'avait littéralement retourné le cerveau à l'époque, mais ça, vous n'aurez le plaisir de le découvrir qu'en lisant le roman. J'en profite pour vous dire qu'il est vraiment dommage de se spoiler ce roman, donc merci à ceux qui l'ont déjà lu de ne pas divulgacher le roman aux autres, que ce soit dans les commentaires ou au collège. Prenant. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour être pris dans l'histoire. Tout s'enchaîne à merveille et on a vraiment envie de connaître la suite. En plus, les mystères qui planent sur Fogg sont fascinants. Comment va-t-il réagir? Est-il coupable ou innocent? Que va-t-il faire? On a envie et besoin de savoir. Enfin, il y a tellement de personnages différents que l'on finit par s'attacher ou s'identifier à l'un ou l'autre. C'est forcé. Drôle. Il est clair que l'opposition de caractère entre le maître et le valet, ajoutée aux nouveaux pays et nouvelles cultures qu'il découvre, donne lieu à des scènes improbables et souvent assez marrantes. Il y a rarement de quoi se taper la cuisse, mais c'est assez drôle à lire. Puisque le roman est en français, n'importe quelle édition fera l'affaire, même la vieille de chez Mamie. Si vous n'avez pas le roman et que vous voulez vous le procurer, je vous conseille de l'acheter 20 centimes au premier vide-grenier près de chez vous. Il est vraiment pas dur à trouver. En revanche, lisez bien l'œuvre intégrale. J'y tiens. Je tiens également à dire que je conseille ce roman plutôt aux bons lecteurs, parce que le livre est assez long quand même. C'est pas Le Seigneur des Anneaux non plus, mais c'est sans doute un peu plus long que ce que vous avez l'habitude de lire. Donc si vous avez quelques difficultés de lecture, choisissez plutôt un autre bouquin. Concernant les adaptations, il y a eu 2 longs métrages. Un en 1956 et un en 2004, avec Jackie Chan et Cécile de France, parce que, pourquoi pas. Il y a eu plein d'autres adaptations pour la télé, des dessins animés, des BD et même des jeux vidéo, mais je ne résiste pas à vous parler du dessin animé hispano-japonais avec des animaux qui incarnent les personnages. Parce que, encore une fois, pourquoi pas. Je n'ai vu aucune de ces adaptations, donc je n'en pense rien de spécial, mais regarder le film ne vous empêchera pas de lire le roman pour faire votre cahier du lecteur. Pour le cahier du lecteur, on part sur du très classique. En 1, l'illustration notée en bonus pour la page de garde. Votre passage préféré sur 6 points en page 2, et votre personnage préféré sur 7 points en page 3. Sur la 4e de couverture, je vous demande de donner votre avis sur le roman, à nouveau sur 7 points. Je vous rappelle enfin que l'orthographe est évaluée sur l'ensemble de votre cahier, donc soyez bien vigilants. J'espère de tout cœur que vous prendrez autant de plaisir en le lisant que moi lorsque je l'ai lu alors que j'étais à votre place. Et si ça se trouve, il vous donnera aussi envie de prendre votre sac à dos pour voir si la Terre est bien ronde. Bonne lecture à tous.